Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Rabab Mosba pour ce secret d'icône ou les clés d'iconitude. Nous sommes deux individualités, Rabab, mais c'est vrai que j'ai la chance de te connaître depuis quelque temps, Merci. de suivre ton parcours et ton chemin iconique. Et je dois dire que depuis le début, je suis assez bluffée. Je suis bluffée parce que tu portes en toi une profonde humanité, autant qu'une forme de résilience, de par ton activité de médecin, de gynécologue, obstétricienne, mais pas que. Tu as aussi une façon d'être au monde, dans ton individualité, dans ton iconitude, dans ce qui est au plus profond de toi, qui donne une dimension à tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, complètement autre que ce que j'ai pu rencontrer. Et c'est pour ça que je voulais te consacrer ce temps de parole pour peut-être te montrer au monde, justement, avec les yeux avec lesquels je te vois et de par mes questions et le rapport qu'on a toutes les deux, montrer pleinement qui tu es, ton rayonnement et puis cet impact énorme que je pense que tu peux avoir sur le monde, que tu as déjà aujourd'hui, mais que tu fais grandir chaque jour à travers tes réseaux, tes actions, et aujourd'hui aussi vers quelque chose qui va peut-être être dans le temps plus philanthropique, encore plus grand. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, même s'il y en a pas mal qui le savent aujourd'hui, tu communiques beaucoup, mais quand même d'où tu viens et d'où tu as cette force en toi d'être celle que tu es tous les jours. Alors déjà, merci beaucoup Stéphanie pour tes mots. J'avoue que j'ai pas l'impression, enfin, je me rends pas forcément compte de tout ce que je dégage quand je t'écoute. Euh, pour répondre à ta question, qui je suis, donc moi je suis donc docteur chirurgien gynécologue. C'est ma passion en fait, la médecine ça a toujours été une vocation depuis que je suis petite. Ouais. La gynécologie, pas forcément, c'était pas quelque chose que je voulais à la base. Et en fait, en passant dans des stages de chirurgie gynéco et de gynécologie, je me suis rendu compte que je ne saurais pas expliquer exactement ce qui s'est passé, mais je pense que le fait d'accompagner des femmes, c'était inconscient à l'époque, mais c'était plus ça qui m'a, comment dire, qui m'animait plus que le côté médical en soi. Mais ça date de quand cette vocation, quand tu dis depuis petite? Bah en fait, depuis autant que je me souvienne, depuis que j'étais, je sais pas, en primaire, je me rappelle, je voyais des vidéos de Médecins sans frontières et tout. Et moi, à la base, quand je voulais faire médecine, c'était pour faire de l'humanitaire. C'était ce que je voulais être généraliste et partir faire de l'humanitaire. Donc ce côté humaniste, en fait, exactement, ça a toujours été là et c'est ce qui a motivé le fait que je sois médecin, c'est que moi, je suis très sensible aux injustices. Et l'une des plus grosses injustices que je trouve, c'est l'accès aux soins et c'est en fait d'avoir des soucis de santé et de ne pas pouvoir se soigner à cause de la précarité ou parce que il n'y a pas de médicaments ou autre. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait médecine à la base. D'accord, donc le berceau de ton iconitude, en fait, ça se trouve vraiment dans on va dire, l'enfance, quoi. Ouais. Et ton rapport au monde qui très vite est dirigé vers l'autre et dans le soin, dans le care. Exactement. Ok. Ouais, et donc, tu grandis où, Rabab, pour avoir cette vision-là du monde? Je grandis où alors, alors, moi, je suis née en Algérie. Donc, j'ai passé les 5 premières années de ma vie en Algérie. Ok. Ensuite, mes parents sont venus en France, donc moi, je suis née en France. J'ai grandi un peu en Picardie. Je suis venue en région parisienne vers la fin du lycée, vers le terminal. D'accord. Et après, j'ai fait mes études, de médecine à Paris. Mais tu vois, j'ai grandi en Picardie, où, là, je vais parler un peu de ma vie privée. J'étais dans une école privée catholique. J'étais la seule arabe, j'étais la seule musulmane. Ouais. Et je pense que comment dire, ça a participé à une ouverture d'esprit parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être dans deux mondes. Celui de la maison, où c'est enfin, on transmet les traditions, les cultures, et puis tu passes au collège et au lycée, et c'est un monde qui est complètement différent, et tu es obligé de t'adapter. Ouais. Si tu veux t'en sortir, tu es obligé de t'adapter un minimum, et je pense que c'est pas vraiment ça la résilience, mais c'est quelque part s'adapter aux événements, aux choses qui nous entourent, et donc du coup, et je me suis rendu compte avec ça que les jeunes filles que je côtoyais, après quand je suis venue en région parisienne, là j'étais dans un lycée où il y avait plus de population maghrébine, musulmane, mais au final, c'était les mêmes problématiques. Les collégiens, les lycéens, ils ont tous les mêmes problématiques, quel que soit leur milieu, en fait.
Et en médecine, c'est pareil, les femmes, elles ont toutes les mêmes problématiques. Mm. Après, à des degrés différents. Mais les problèmes de santé des femmes, on les retrouve chez quasiment toutes les femmes, quelle que soit leur classe sociale, Bien sûr. leur ethnie, leurs origines, leur religion. Donc en fait, tu vois, Tu c'est t'es un truc... sentie différente, rejetée? C'était quoi ce sentiment que tu as vécu? Il y avait un peu de rejet parce qu'il y avait du racisme. Donc lui, là, on se sent rejeté. Mais j'ai plutôt bien vécu mes années de lycée, en fait. Le Oui, mais ça fait collège... une force, ça, non, quand même, dans une vie. Ça marque une vie Bah de oui, se complètement. sentir vraiment dans la différence. Et Ouais. c'est vrai que dans Et un c'est vrai que monde... en fait, je me suis pas sentie différente à ce moment-là, mais bizarrement, je me suis sentie différente à partir du moment où j'étais avec des gens qui me ressemblaient. Et Ah, là, j'ai senti que avant c'était pas pareil. Enfin, tu vois, quand t'as jamais d'accord. connu autre chose, Hmm, tu te dis que c'est comme ça. Et en fait, à partir du moment où tu passes à un autre état et ouais. tu vois les gens qui te ressemblent, tu dis, ah oui, là, je vois la différence. Avant, me regarder comme ça, maintenant, me regarde différemment. Donc, tu as été confrontée au regard des autres très vite. Ouais. Et quelque part, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, avec le recul, que ça t'a, on va dire, musclé et que ça t'a donné une force Oui. enfin, une sorte de force? Ou est-ce que bah, il a fallu du temps pour digérer tout ça, parce que, encore une fois, ça peut parler à beaucoup de gens Ouais. aujourd'hui. On Ouais. est dans une société qui cristallise beaucoup, que ça soit la notion d'apparence, la notion religieuse, etc. Ouais. Et voilà, donc comment toi t'as vécu ça et comment tu t'en es sorti? C'est quoi ton secret sur, tu vois, Je pense que c'est une force. Et moi, je sais pas c'est quoi mon secret, mais en gros, moi, je suis quelqu'un qui cherche les solutions. Et tu vois, quand je suis confrontée dans un milieu où je me sens rejetée, où je suis pas bien, bah forcément je trouve des solutions. Et du coup, l'adaptabilité, c'était une des solutions. Mais se défendre, mettre des limites, dire non, là, j'accepte pas ce que tu es en train de me dire, c'était aussi une solution à l'époque. Et ça m'a obligée à développer ce sens de force, en fait. Oui, ça, moi, je pense que dans mon caractère, de ne pas accepter une chose et de ne pas me victimiser. Alors, j'étais une victime d'harcèlement scolaire et tout ce que Ouais, tu veux, on peut le dire. Ouais. mais je reste pas dans ce statut-là. Mm. Je cherche des solutions pour en sortir et pour faire en sorte. Et aussi, c'est une remise en question parce que des fois, tu te dis, bah, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi dans cette classe, j'arrive pas à m'intégrer? Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que le problème n'est pas forcément de moi, Mhm. mais bah, du coup, j'ai quand même développé cette faculté de se remettre en question, de me poser des questions Ouais. et de me dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien avec ces gens-là. Mais c'est très intéressant d'évoquer voilà, ce point de vue, c'est de dire, à un moment donné, quand on est face à du harcèlement ou autre, on se dit toujours, le problème c'est moi. Ouais. Donc ça c'est toujours un point de départ, mais quelque part, à un moment donné, c'est pas forcément le cas et c'est oui. les autres la Ouais, problématique. exactement. Et sans doute que ce chemin d'appréciation de l'autre t'a aidé dans ta capacité à être médecin, à Ouais. être à l'écoute, Ouais. parce qu'on sait, tu as développé donc une compétence, on peut dire une approche de la médecine intégrative, qui est réellement dans une approche globale de la personne, avec une forme de bienveillance aussi psychique. Alors non pas que la médecine dite académique et classique ne le propose pas, mais en tout cas tu as une attention très particulière avec tes patients. Ouais. Est-ce que ce parcours de vie de jeune femme et de petite fille, on va dire harcelée et très différente des autres dans ton environnement, a nourri cette approche de la médecine et telle que tu la pratiques? Peut-être pas à l'époque du collège, du lycée, mais plus tard, en fait, durant mes études. En fait, c'est plus, pas forcément par rapport à ce que moi j'ai vécu, mais à ce que j'ai pu voir de la vie des femmes, parce que quand on est médecin ou gynéco, enfin, depuis qu'on est externe, en fait, on passe dans les chambres des patients, on accueille des patients qui nous racontent leur vie, et en fait, moi, le fait d'avoir cette écoute et que je vois que beaucoup de femmes me racontent leur vie, leur parcours médical un peu compliqué, oui, c'est des choses qui ont fait que ça a motivé. En fait, je me reconnecte à ma vocation de médecin. Mm. C'est pourquoi j'ai voulu faire médecine, c'est pour faire du bien aux gens, pour les soulager, pour leur trouver des solutions Pour pour les leurs problèmes soigner. de santé, pour les soigner. Et du coup, bah, quand on entend une multitude d'histoires où on te raconte des parcours médicaux compliqués ou qu'on n'a pas été à leur écoute, c'est quelque chose m'en dire, qui me nourrit parce que du Ouais. coup je me dis en fait moi j'ai fait médecine pour ça et je veux transmettre ça à d'autres professionnels, d'autres médecins. Je veux aussi réconcilier les femmes avec la médecine parce qu'il y a beaucoup de femmes qui rompent le lien avec leur médecin parce qu'elles ne sont pas écoutées justement. Mhm. Et ça c'est aussi un de mes objectifs justement.
Donc un de tes secrets, quelque part, d'iconitude, d'être en capacité à réellement réceptionner une information en étant la plus neutre possible et en étant porteuse d'une solution. Voilà. C'est quelque part la base de ton approche. Ouais. Comment on développe ce sens de l'écoute? Comment tu as réussi, toi, à le développer? Parce que c'est une ambition, je pense, pour pas mal de personnes. Et on dit souvent, il y a entendre et écouter. Enfin, voilà, on peut travailler le concept de plein de façons. Comment, toi, tu as réussi à développer cette compétence, cette approche? Alors, moi, je pense il y a une part innée en moi d'écoute, parce que déjà, avant d'être médecin, avec mes amis, ma famille, il y a une part qui était très à l'écoute, donc je pense que c'est inné en moi. Et après, comment on la développe? Déjà, il faut en avoir conscience, pardon, que parfois, on n'est pas à l'écoute. Parfois, on est dans notre truc de médecin. Ah, ça y est, on a entendu un symptôme, c'est bon, je sais ce qu'elle a. Et on n'est pas forcément à l'écoute de tout le reste. Et quand on a pris conscience, après c'est de le pratiquer, c'est-à-dire entre guillemets, de se forcer à vraiment prendre le temps d'écouter les patients, avec bien sûr les conditions que l'on a en tant que médecin de nos jours. On n'a pas forcément 1 heure en consultation. Mais moi, avec les médecins avec qui j'ai travaillé, notamment dans la gynéco-académie que j'ai formée, ils me disent tous, en fait, ils me disent qu'à la fin, quand tu as les connaissances, quand tu sais que tu as les moyens de soigner ta patiente, oui, tu vas être à l'écoute, parce que tu sais que tu vas pouvoir lui proposer des solutions. Quand tu sais que tu n'as pas de solution, ça te remet, ça réveille en toi un sentiment d'impuissance. Et du coup, tu te dis, ça sert à quoi que je l'écoute vraiment? Enfin, tu vois, c'est pas conscient, on se dit pas, je vais pas l'écouter, mais c'est complètement inconscient. Mais ça vient quand même résonner avec la petite, entre guillemets, rababe de l'époque. Enfin, voilà, quand tu es petite, quand tu es dans ces situations même de harcèlement scolaire ou autre, sans doute que tu aurais eu besoin d'écoute, sans doute que tu aurais besoin d'aide. Alors après, on le voit bien dans tout ce que tu exprimes, ta vocation est bien au-delà de ça. Mais sans doute que le parcours qui est le tien, intime, personnel, vient quand même en résonance avec ça. Et on le sait, même en médical, on a cet enfant intérieur. Donc il y a la carapace qu'on a, le physique, ce qu'on exprime, et puis il y a profondément qui on est. Souvent on exprime même une forme de dualité entre la petite personne, la grande. Justement, cette approche peut-être plus psychologique fait partie aussi de ton ambition dans ton rapport aux patientes. Donc tu disais l'écoute. Mais quand tu parles justement de ta méthodologie que tu as développée, d'ailleurs tu en as fait un centre de formation pour les médecins, ce qui est quand même assez remarquable. Il faut quand même pouvoir s'affranchir d'un système médical qui en France est quand même encore très académique et difficilement remis en question. Malgré tout, tu as cette force en toi. Et c'est ce qui fait aussi ton iconitude, c'est le fait de dire je ne lâche rien et de proposer ces formations aux médecins d'une approche donc beaucoup plus globale de la patiente. Comment à un moment donné d'exercer au quotidien, on sait que tu es déjà complètement débordé en tant que médecin aujourd'hui en France, avec des numerus clausus qui ne cessent d'être diminués. Comment on bascule dans ce que toi tu proposes, comment ça se passe, quoi. Par rapport à la formation, tu veux dire? En fait, l'idée de la formation, elle est venue... c'était pas un objectif à la base. Moi, je me suis formée, c'était pour mes patientes, parce que je voulais prendre en charge mes patients, donc je me suis formée. Et en fait, il y avait 2 choses, c'est-à-dire que j'avais des patientes qui venaient me voir et qui me disaient j'ai vu tant de médecins avant vous, et personne n'a su me dire ce que j'avais. Et au final, ça a pris 3 consultations pour faire un diagnostic. Et après, la prise en charge qui suit derrière. Et de l'autre côté, des médecins qui me suivent notamment sur mes réseaux sociaux, qui réagissaient à mes publications en disant j'ai jamais entendu parler de ça, c'est nouveau, ou qui avaient suivi mes ateliers qui étaient pour des tout publics, en me disant mais j'ai appris tellement de choses dans ton atelier alors qu'à la base c'est un médecin et que c'est un atelier tout public. Et du coup, ils me disaient mais en fait si tu fais une formation demain, je la prends. Et c'est pour ça que c'est comme ça que l'idée de la formation est née. Et que maintenant ça s'est développé parce qu'en fait, et à chaque fois que je fais des ateliers avec des cas cliniques, des cas pratiques avec des médecins, ce qui en ressort c'est que on n'a pas l'habitude d'entendre ça, et pourtant ce sont des choses qui marchent et qui ont fait leur preuve.